Vous allez où là? À Paris. Wow, la chance. Non, 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 Emmanuel. Bon, on la refait. Sortez de... Voilà. Allez-y. Silence, moteur, action. La leçon prochaine par l'association des Normandie, départ vers le 27, partir de la voie numéro 3. Prochaine par l'association des Normandie. Monsieur Couder? Oui, voulez-vous que j'avance? Tu fais un reportage? Bah oui, j'immortalise cet instant puisque bientôt on ne pourra plus profiter de vous dans nos sorties. Dans nos sorties cinéma. Ah oui, ouais, mort ça. Ambiance festival du réel. Bonjour. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour caméra. Vous êtes au festival du réel là? Ouais. Alors? Et le film vous a plu? Dernier jour à Chabati? Il m'a chopé. Alors? Oui. C'était bien. Aurélien il n'a pas pu parler. Non, C'est moi. Ne vous cachez pas. David, il est content d'être filmé. Melville aussi. Ah, vous êtes juste devant un piano. Et Marin. Voilà. Festival avec Monsieur Coudet en guest star. Shibati. Refais-le. Je suis le lotus blanc de Shibati. Parce que lui, c'est le patron du resto, là, enfin, de cette espèce de petit. Il dit ce qu'ils ne comprennent pas, les gens, c'est que ici, on vit tous ensemble, parce que tout le monde est pauvre dans ce quartier. Hein. On vit tous ensemble, on se connaît, les portes sont ouvertes, on rentre chez les uns chez les autres, les voisins sont nos amis, la famille, tout le monde est ensemble, quoi. Et quand on va être dans nos tours, une fois qu'on ferme la porte, on est tout seul devant la télé. Et c'est quelque chose qui, moi, me touche beaucoup, puisque c'est l'histoire de ma famille, puisqu'ils étaient immigrés espagnols. Et dans les années 60, ils sont arrivés en France. Ils étaient très pauvres, ils vivaient en banlieue, dans un quartier dans le genre Chibati, et ils étaient plutôt pas malheureux, parce qu'ils avaient les voisins, et puis tout le monde était un peu ensemble. Et du jour où on leur a donné un HLM, ils étaient super contents, il y avait un vide d'ordures, du lino, une salle de bain qu'on peut fermer, du chauffage et tout ça. Et à partir de ce jour-là, pour pas rentrer dans les détails, mais enfin disons, ça a commencé à devenir... leur vie a commencé à changer, ma mère est en dépression, enfin vous voyez, c'est-à-dire que finalement ils ont tout perdu en rentrant dans cette future tour. Ils ont perdu le peu de lien social qu'ils avaient et la vie qui, même si c'était, il n'y avait pas de confort, ils avaient des charbons, les toilettes dans la cour, mais au moins ils étaient assis dans une pièce, mais au moins c'était vivant quoi. Alors que voilà, ils sont rentrés dans la tour, les problèmes ont commencé. Comme le fils. Oui. On sent qu'il n'a plus de communication, quoi. Enfin, il est avec sa mère. Oui, on sent qu'il est en rupture, quoi, totale. Alors bon, après, c'est vrai que je comprends. Imaginez un mec qui arrive comme ça, un type qui arrive de je sais pas où, là, un américain ou truc qui arrive chez vous et qui dit ah bon. C'est à sa place quoi. Donc c'est normal qu'il fasse un peu la gueule. Mais oui, lui il est déjà dans un autre monde quoi. C'est sûr, hein. Puis il comprend pas trop, puis il a un peu honte quand même aussi de sa mère. Oui, c'est ça. C'est ça qu'on sent. Il a un peu honte parce qu'il ramasse les poubelles, parce qu'il a l'autre, cet étranger à la filmer, vous voyez. Et justement le truc de The Voice en fait où on entend justement une mère qui dit j'aimerais tant que ça c'est authentique. C'est un montage. Authentique. Ça fait ça correspond. Parce que donc après moi totalement quand je rentre, donc je sais pas moi ce qui se passe pendant le tournage. Sauf quand je suis avec quelqu'un, mais sinon la plupart du temps je suis seul. C'était le hasard. La traductrice elle me dit le message passe doublement. C'est authentique, par contre c'est vrai que c'est un tout petit peu décalé par rapport à l'image, parce que moi j'avais besoin de mettre le filtre là, mais elle, quand on la voit qui écoute, c'est cette phrase qui est c'est The Voice quoi, avec tout le monde qui pleure, qui s'embrasse. Et vous alors, est-ce que vous auriez quelque chose à dire à Hendrik sur le film? Alors je sais que je vous prends à chaud, c'est pas facile, hein, mais... Déjà j'ai trouvé quand même, parce que je
craignais le pire là au début quand j'entendais les chuchotements, ouais. J'ai vu les portables s'allumer de partout et tout, je me suis dit ça va être la catastrophe là, avec tous ces jeunes. Et ouais, j'ai vu que vous avez été super sages, j'étais hyper content. Qu'est-ce que c'est que ce préjugé sur au début, on était là. Moi aussi j'ai eu peur. Un groupe de collégiens. Un mono là qui un groupe. Voilà. Vous arrêtez de parler, mais c'est pour ça que nous... Et ils rigolaient pile où il fallait quand ils étaient vraiment bien. Je rebondis là-dessus parce que pour nous, c'est très important que les lycéens soient en salle avec le public, avec les professionnels. Parce qu'on pourrait faire c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on pourrait faire des séances pour les scolaires, il y a des festivals qui font ça, c'est plus pratique. C'est plus pratique parce qu'on n'a pas à gérer des fils différents, des spectateurs mécontents parce que ils se font passer devant par des groupes, voilà. C'est plus facile à gérer. Oui. Est-ce qu'il y a une petite question? Voilà, est-ce que vous avez quelque chose à demander ou à dire, hein, question ou pas? Allez-y, n'hésitez pas. Dans le documentaire, on a vu qu'il y a des personnes qui se font rejeter par les autres, ceux qui vivent déjà dans la vie. La vieille dame, on voit dans le métro qui se décale un peu, le garçon qui se fait rejeter par les autres garçons. Est-ce que vous avez vu d'autres choses comme ça? Alors, en fait, tu sais, la Chine, on dit c'est une Chine à deux vitesses. C'est-à-dire qu'il y a une croissance économique qui est fulgurante et qui profite à beaucoup, mais qui ne profite pas à tous. Et il y a toute une population qui reste en marge, c'est ces gens-là qui sont un peu excentrés. D'une manière générale, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'ils accèdent à plus de confort, tu vois, en étant dans la tour et tout. Mais là, avant, à Shibati, ils étaient en plein centre, c'est comme s'ils habitaient sur l'île de la Cité, tu vois, donc il y avait de la vie, et donc cette fracture entre les riches et les pauvres est très très forte. Donc en effet, on le sent, et moi d'ailleurs j'ai essayé de filmer les riches, entre guillemets, les lieux, parce que derrière la cité de la lumière de la lune, il y a, à 100 mètres de Shibati, il y a Chanel, Prada, et puis bordel, tu vois, des Ferrari, des trucs. Et j'ai essayé de filmer là-bas, là, par contre, évidemment, je ne vois pas longtemps. On se fait tout de suite direct. Alors que chez les gens de la rue, j'étais quasiment tout le temps bien accueilli. Moi, j'avais une question sur votre formation. Comme il y en a qui se destinent à faire des études de cinéma, est-ce que vous avez fait comme... C'est un peu atypique quand même. Parce que d'abord j'ai fait une licence d'histoire, ensuite j'ai fait une prépa pour les écoles d'art. Ensuite j'ai eu l'école d'art, les arts déco à Paris, et voilà. Donc le cinéma c'est venu après. Enfin, c'est-à-dire qu'aux arts déco je me suis spécialisé en multimédia, j'ai commencé à faire de la vidéo, des choses comme ça. Mais le cinéma c'est venu un peu par hasard quand même. D'accord. Le type qui avait écrit le premier article dans l'Humanité sur mon premier film, il avait appelé ça, moi j'avais été hyper vexé, mais bon en fait c'est drôle après coup, il avait appelé ça Henri Dussolier, cinéaste presque par accident. Alors moi j'étais trop content d'avoir un papier, j'ai lu le truc, j'ai dit bon merci. Mais en fait c'est vrai que c'était un peu ça, quoi. C'est arrivé comme ça en disant c'était à Barcelone en fait, je voulais préserver un quartier qui était en train de disparaître, donc pareil j'avais filmé, j'avais fait des photos, puis au bout d'un moment j'avais commencé à me dire tiens je vais peut-être faire un film. C'est souvent des parcours atypiques dans le cinéma documentaire. Dans le documentaire de création, il y a quand même très très peu de réalisateurs qui ont fait une école de cinéma, un BTS audiovisuel, voilà, c'est plus sinueux, c'est plus par accident, mais dans un beau sens du terme. Mais néanmoins, quand même, ceux qui ont envie, moi je recommande fortement les écoles de cinéma, parce qu'il y a la Fémis à Paris, les Lumières, à Bruxelles, il y a l'Insas, on a une paraît-il à Lyon que je connais bien là, qui est là depuis quelques années. Mais c'est vrai, c'est peut-être plus pour le cinéma, fiction, Bon, après, tout faire. Je pense qu'à la sortie de ces écoles, il y a des gens qui bossent en télé, qui bossent en documentaire, qui bossent en cinéma, en pub, en tout. Voilà. Merci beaucoup. Merci.
les productrices qui sont ici, Nadia Tchouachev, Julie Gaillet, de lancer un film sur le sort de cette usine dont on ne connaissait pas véritablement l'issue, même si d'une certaine manière on pouvait s'en douter. Et donc c'est ainsi que Charlotte est arrivée avec ses caméras dans l'atelier. Et l'histoire a commencé avec toi, puisque tu as été aussi surpris de l'annonce du patron du redressement judiciaire de l'usine, où tu t'es retrouvé dans le hall d'entrée, avec Stéphane Ziegler, entouré des salariés, qui annonçaient le redressement judiciaire de Bel Marais. Les premières images que vous voyez qui sont un petit peu recadrées. Et je vais te poser une question. Si tu peux raconter ce moment-là. Ouais. Mon point de vue différent de celui de Charlotte, dans le sens où c'était une fiction, donc c'était très étrange de vivre en direct des derniers mois de la vie d'une entreprise et de constater que le réel est affreusement plus cruel que la fiction, et c'est ce qu'on vivait avec des salariés dont un certain nombre jouent dans mon film en tant qu'acteur de fiction. Et la scène dont parle Charlotte, que vous avez vue dans son documentaire, c'est un peu surréaliste avec ce langage très particulier du chef d'entreprise qu'on a un peu du mal à comprendre. Et je me souviens tu l'as filmé d'ailleurs, Joseph, celui qui a les lunettes, qui est toujours assis dans l'escalier à chaque fois qu'il y a une réunion, sa tête perplexe. Lui qui venait de me raconter qu'il avait un fils qui faisait ses études en Angleterre, un autre à Lyon, il venait de me raconter ça et je voyais donc sa tête de celui qui comprend que là il est en train de perdre son boulot puisqu'il ne comprend pas ce qu'on est en train de lui répondre. Donc il y a quelque chose de très fort dans ce réel qui dépassait très largement la fiction que j'avais écrite. Et cette scène un peu surréaliste avec ce patron dont on ne comprenait pas vraiment le langage. Et ensuite, c'est un film qui, enfin, si je puis dire, la mise en scène s'est faite vraiment en montage. J'ai tourné 140 heures d'images et voilà, je suis restée à l'usine jusqu'à, hélas. Mais s'il y avait eu reprise, je voulais aller jusqu'au bout, enfin jusqu'au bout d'une reprise ou pas. C'était l'enjeu de ce film. Est-ce que Bel Marais va fermer ou pas? Enfin, qu'est-ce qui va se passer? Ça arrive quand on se confronte pour la première fois à un pays, un endroit, un nouveau monde qu'on ne connaît pas, comme dans ce cas-là. Pour moi, ça a été me confronter à la pauvreté au tiers-monde, pour la première fois. J'avais jamais vu ça. Haiti è piccolissimo, ma contiene veramente un sacco cioè c'è veramente tutto, è successo veramente di tutto ad Haiti. E ho ragionato molto su che cosa poter rappresentare in maniera breve per sintetizzare tutta la storia di Haiti. Il me sont arrivées plein de choses, je suis arrivé, il y avait beaucoup de matière, donc j'ai cherché à comprendre qu'est-ce qui pouvait résumer Haïti, quelle expérience pouvait résumer cet endroit. Siamo venuti a conoscenza di questo rituale che in verità non è mai stato ripreso, quindi
commencé à se renseigner. Dove queste persone, sapevamo che queste persone andavano in trance e ballavano. Puis il est venu aussi à connaissance du fait que le nom du rituel c'est Kare Zombie, qui veut dire fouetter le zombie. E per loro lo zombie sono stati quelli che hanno coniato il termine zombie, ma per loro lo zombie è una cosa diversa da quella che conosciamo noi, che l'abbiamo vista nei film di genere horror, nei B-movie. Évidemment, zombie c'est un mot qui n'est pas n'a pas la même signification que pour nous aujourd'hui. Ce n'est pas ce qu'on connaît tous dans les films d'horreur, les zombies, mais ça a été inventé par ceux qui sont zombies eux-mêmes. Per loro uno zombie è una persona che è destinata a lavorare come schiavo anche dopo la morte, quindi significa una persona che è destinata a lavorare per l'eternità come schiavo. Un zombie, c'est quelqu'un qui va continuer à travailler même jusqu'après la mort. Donc il sera toujours lié à cette expérience d'esclavage pour toujours. Per uno schiavo l'unico modo per essere libero è morire, e in questo caso nelle loro credenze, ci credono tuttora, c'è questa maledizione del fatto che c'è il rischio di diventare zombie e quindi continuare a lavorare anche dopo la morte. En réalité, quand on est esclave, on travaille jusqu'à la mort. Dans cette croyance ici, on continue de travailler même jusqu'après la mort. C'est une malédiction qui est tombée sur le peuple, qui mène à continuer à travailler même aussi après la mort, et c'est pour ça que c'est des zombies. E quindi tutto l'intreccio di quello che hai visto, questo rituale tiene il film, parla di lavoro, parla di speranza, parla di arte, e parla anche di noi occidentali, di quello che abbiamo fatto in passato. Donc, tous les éléments que vous avez vus, ça parle de art, travail, donc les occidentaux, nous-mêmes, et art, travail, fatigue, épuisement, et tout ce qui pèse sur les épaules de nous les occidentaux, et ce que qu'on a fait. Merci beaucoup. Arrivé à Mantes-la-Jolie, 19h. En fait, c'est tous les gens qui tous les gens qui allaient à Mantes, alors, qui va gagner? C'est nous. Qui fait la berserk.